Aujourd'hui, on peut faire des sites web, des applis mobiles, des automatisations sans coder. Et du coup, ça crée une toute autre discipline qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers le freelance parce qu'ils ont une compétence qui est monétisable. Mais un des pièges dans lesquels beaucoup de freelance tombent, c'est de penser que leur statut d'expert dans par exemple Bubble ou encore Webflow, qui sont des outils no-code aujourd'hui très répandus, va leur permettre de devenir freelance. Mais si vous comptez sur votre seul statut d'expert pour pouvoir réussir en freelance, eh bien ça ne va pas être possible. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Alexis Minkela, qui est mon pote, mais aussi l'hôte du podcast Tribu Indé, qui parle de comment réussir en freelance. Et justement, je vais lui poser toutes ces questions et on va voir qu'il y a 4 grands piliers fondamentaux pour pouvoir devenir un bon freelance en plus de juste votre compétence d'expert. C'est quoi, Alexis, les soft skills, donc les compétences en plus qu'il faut de son expertise de base? Effectivement, tu l'as bien dit, une expertise c'est bien, mais ça suffit pas forcément. Il y a 4 grands piliers globalement qui simplifient un petit peu tous les sujets freelance dont on entend parler, le personal branding, créer du contenu, réseauter, etc. Le premier, c'est avoir des compétences que moi j'appelle rares et utiles. Typiquement, si vous vous lancez en tant qu'expert Webflow ou expert Bubble, vous avez des compétences rares. Aujourd'hui, peu de personnes finalement quand même ont ces compétences-là. Et utiles d'un point de vue client. Ce qui est utile pour vous l'est pas forcément pour un client. Okay. Si demain, tu es fan du Seigneur des Anneaux et que tu parles l'elfe, c'est sûrement rare, c'est pas forcément utile pour le monétiser, quoique. Donc là, l'idée, c'est utile pour ton client, c'est-à-dire si tu as une compétence Bubble, c'est quoi l'applicatif que tu peux avoir pour un client? Donc ça, c'est le premier pilier à avoir que tu valides normalement avec ton expertise métier. C'est marrant parce que moi je me disais juste la vente, en fait non, il y en a 4. Et donc c'est ce qu'on va creuser un petit peu ensemble. On va passer par le premier. Le premier, c'est clair, ça va être notre compétence no code, hein, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on a appris à faire, c'est les autres vidéos sur cette chaîne. Maintenant parlons des 3 autres. Tu parlais du réseau, des partenaires stratégiques, des personnes qui vont t'aider dans cette quête à trouver des nouveaux clients, mais aussi à devenir un meilleur freelance. Qu'est-ce que tu conseilles? Parce que souvent, j'ai l'impression, quand on regarde Internet, on a l'impression que mais c'est parfait, publiez du contenu, faites du contenu, devenez une chaîne YouTube et vous trouverez des clients. Mais sauf que ça, c'est un process qui va être hyper long. C'est pas tout de suite qu'on va trouver des clients. Comment est-ce qu'on peut réseauter pour devenir un meilleur freelance? Je pense qu'il y a 2 gros sujets à avoir en tête. Le premier, c'est que être freelance, ça reste un business d'humain et c'est pas du tout la même manière de faire du business qu'une entreprise. On n'est pas un produit et donc on est sur un business de confiance où on va aller chercher un client après l'autre et on va instaurer un climat de confiance. On n'est pas sur de la production à la quantité où il faut aller signer un maximum de clients. C'est bien de l'avoir en tête parce que en fait, ça va jouer sur tes éléments de communication, combien de personnes tu vas contacter, comment est-ce que tu les contactes, etc. Ça, c'est le premier point. Et effectivement, le deuxième point, je suis content que tu en parles. Créer du contenu, on a l'impression que c'est la solution miracle aujourd'hui et que créer du contenu, t'inquiète, tu vas trouver des clients. La réalité, c'est que moi, ma position, c'est que ça devrait venir en troisième action que tu peux avoir. Les 2 premières pour trouver des clients et puis construire ton réseau de partenaires stratégiques, c'est effectivement aller travailler ton réseau existant. C'est faux de dire qu'on n'a pas de réseau aujourd'hui. On a forcément un début de réseau qui ne demande qu'à être développé, certes. Et puis le deuxième moyen de trouver des clients, eh bien, c'est la prospection. Moi, typiquement, par exemple, sur mon activité de freelance de copywriter, je n'ai jamais créé de contenu nulle part sur le métier de copywriter. Jamais. Les 2 seuls canaux que j'ai utilisés, c'est mon réseau, donc mes alliés, et puis la prospection. J'ai prospecté pour aller trouver des entreprises que j'ai envie d'avoir. Et donc, tu as ce biais du survivant aujourd'hui où la plupart des créateurs de contenu qui sont freelance et qui trouvent des clients en créant du contenu te disent mais crée du contenu en fait, c'est comme ça que ça marche, ça a marché pour moi. C'est un biais du survivant. C'est un tout petit pourcentage de personnes qui ont réussi à mettre toute leur énergie dans le contenu pour aller chercher des clients. Mais la réalité, c'est que 80% des gens et 80% des indépendants trouvent leurs clients en travaillant leur réseau en profondeur et en allant prospecter. D'accord. Et donc en fait, c'est parce que certaines personnes créent du contenu maintenant parce qu'elles ont trouvé des clients qu'on a l'impression qu'il faut absolument créer du contenu. Donc je suis vraiment content qu'on clarifie aussi ça parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est le truc qui se fait un petit peu tout seul. En termes de prospection, tu as dit un truc qui était hyper important qui est la quantité de clients. Souvent, et j'en parle aussi sur ma chaîne, je pense que je suis aussi coupable de ça, c'est parce que quand on parle de prospection, on a souvent l'impression que c'est de la prospection automatisée. On pense à mettre en place des bots LinkedIn, on pense à se dire on va faire du mailing en masse et puis on va cueillir les clients comme des petits pains, mais sauf qu'en fait, on parle pas de cette prospection quand tu parles de prospection. Non, complètement. Alors bien sûr, il peut y avoir une base commune. Tu peux avoir une structure d'email par exemple qui est commun sur comment est-ce que tu te présentes, quelle offre tu mets en avant sur telle problématique que tu as identifiée. En revanche, effectivement, chaque email, moi je conseille d'y passer du temps parce que t'as pas non plus des cartouches illimitées parce que ton temps est pas illimité et effectivement t'as pas besoin nécessairement d'aller chercher des outils d'automatisation pour aller faire de la prospection. Donc moi je me souviens énormément de temps au démarrage à comprendre l'environnement de l'entreprise, à comprendre quelles sont les parties prenantes,
quels vont être potentiellement les décisionnaires dans le service marketing, commencer à créer un début de relation, à leur envoyer un peu d'informations, à discuter, avant de me dire, tiens, j'ai identifié ce challenge-là, je vais aller mettre le pied dans la porte et leur proposer déjà un début de solution. Et justement, ça nous permet d'empiéter sur le deuxième pilier qui est la vente. On parlait des codes de vente. C'est vrai qu'on peut, un vrai commercial, entre guillemets, vrai à l'ancienne, te dira la vente c'est inné. Est-ce que tu penses que c'est le cas? Et est-ce que par exemple, si moi je suis un expert, à la base moi j'ai commencé en tant que développeur, j'ai eu de la chance de côtoyer des clients assez rapidement, donc de stimuler un peu cette compétence de vente. Mais maintenant, quelqu'un dont c'est pas son truc, par où il devait commencer et c'est quoi les codes de vente dont tu parles? Je suis sûr que tu vas pas me croire, mais moi je suis quelqu'un d'extrêmement introverti. Alors ça se voit pas parce que je crée du contenu, j'ai un podcast, etc. Mais tout s'apprend. Typiquement, je te donne un exemple très concret. Dans le bootcamp Tribu 1D, il n'y a aucun commerciaux. Okay. C'est plutôt des métiers créatifs, des designers, des graphistes, etc. C'est des personnes qui n'ont jamais été formées à la vente. Est-ce que ça veut dire que demain, ce seront jamais de bons vendeurs et ils pourront jamais vendre leurs compétences? Il y a un truc qu'on oublie, c'est que c'est pas parce que tu es le meilleur expert dans un domaine que tu vas réussir nécessairement en freelance. Et d'ailleurs, moi j'ai aucun souci à dire qu'il y a des meilleurs copywriters que moi. Mais est-ce que ces copywriters-là gagnent mieux leur vie que moi, ont des meilleurs clients que moi? Peut-être pas. Il faut vraiment pas oublier ça. Et il y a encore une fois, on parlait de confiance tout à l'heure, on est sur un business de confiance. Le but du jeu d'un vendeur, de quelqu'un qui propose une prestation, c'est de se dire, le but du jeu, c'est vraiment d'augmenter cette jauge de confiance pour que ton client en face de toi puisse se dire, est-ce que j'ai confiance en Shubham? Est-ce que par rapport à ma problématique, je fais le pari que Shubham va pouvoir régler ma problématique? Encore une fois, on n'est pas sur on fait rentrer A et puis en sortie on a B comme un logiciel par exemple. Ouais. On reste sur un business où il y a de l'incertitude. Et donc le but du jeu, c'est de réduire au maximum cette incertitude quand tu es en face d'un client pour que le client se dise je vais miser globalement sur le bon cheval. Et tout ça, ça s'apprend. Bien sûr, il y a ces compétences-là, mais qui est un prérequis. Globalement, si tu n'as pas de compétences métier, tu peux pas vendre grand-chose en freelance. Mais il y a tout l'aspect, je dirais, relationnel. Comment est-ce que, une question de posture, comment est-ce que tu vas aborder un appel client? Comment est-ce que tu vas prendre le lead sur ton appel client? Qu'est-ce que tu vas lui raconter? Comment est-ce que tu vas lui présenter les choses? Comment est-ce que tu vas jouer l'empathie? Comment est-ce que tu vas lui poser les bonnes questions où il va se dire tiens, Shubham, il a des très bonnes questions. C'est marrant, ces questions-là, on ne les a pas posées sur les 3 freelances que j'ai eu juste avant, tu vois. Donc en fait, cet entretien que tu vas avoir, ou en tout cas cet appel de vente ou quoi que ce soit que tu vas avoir avec ton client, faut le préparer. Et est-ce que tu aurais 2-3 tips de préparation? Parce que la vente, elle se passe à ce moment-là, surtout, et pas uniquement au moment où tu annonces le prix. On va en parler juste après du prix, mais est-ce que tu as 2-3 petites questions qui peuvent te faire sortir du lot quand tu es freelance no-code ou freelance que tu veux? Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que généralement, moi, ce que j'aime encore faire, c'est discuter avec d'autres freelances. Et c'est intéressant de voir qui parle de soi tout le temps pendant un quart d'heure où j'en ai pas placé une et qui pose des questions, etc. Et généralement, ce qu'on voit, c'est que les personnes introverties qui ont préparé, par exemple, des appels, tu vas voir qu'elles sont beaucoup plus intéressées parce que de base, elles ont peut-être moins confiance en elles. Et donc, elles vont tout faire pour donner la meilleure image possible. Et donc, parfois, on se dit ouais, j'ai la tchatch, ça va bien se passer. Alors qu'effectivement, 90% du boulot, c'est de la préparation. Quelques tips. Déjà, une préparation sur comment va se dérouler l'appel. Une chose bête, c'est de dire, dès le démarrage, voilà, on a 30 minutes ensemble, voilà le déroulé que je te propose. On va d'abord se focaliser bien sûr sur toi, sur ton rôle, sur un peu les challenges qu'il y a dans l'entreprise. Ensuite, moi, de là, je te proposerai un petit peu ce que je fais, avec qui j'ai déjà travaillé, etc. Et dans un second temps, je répondrai à tes questions et puis on pourra en discuter par email ou je te ferai une proposition commerciale. Tu vois, de reprendre le contrôle sur l'appel, même si ton client, c'est ton client potentiel en face, de reprendre le contrôle. Et ensuite, c'est de préparer, moi j'ai tout un guide d'entretien. Et encore aujourd'hui, je le prépare avec toutes les questions que j'ai envie de poser, ne pas hésiter à rebondir, préparer aussi les références que j'ai envie de pousser moi sur ma crédibilité. Okay. C'est toujours déstabilisant quand un client te dit c'est quoi tes références, avec qui tu as travaillé, et là tu dis qu'est-ce que je dis, etc. Ouais. Et en fait, ce moment d'hésitation, il ne devrait pas avoir lieu sur un appel de vente, tu vois. Tu devrais être confiant et sûr de toi sur ce que tu as déjà fait, quels ont été les résultats, comment est-ce que tu as travaillé. D'ailleurs, vous pouvez l'appeler, il n'y a aucun problème, je vous communique son adresse email. Il sera ravi de vous expliquer comment s'est passée notre collaboration, etc. Tu vois. Ça tombe bien, on a parlé de prix et de crédibilité. C'est exactement ce qu'on va aborder juste après. Mais si jamais vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et maintenant, repartons un petit peu sur le prix.
Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, je parlais en TJM, c'est-à-dire en taux journalier moyen. Je me disais, bah voilà, ma journée vaut tant. Donc, si ce projet va me prendre tant de temps à être fait, eh bien, du coup, je devrais facturer tant. Aujourd'hui, j'ai une approche très différente qui est plutôt en termes de valeur. C'est qu'est-ce que va apporter ma solution au client et je facture en fonction de ça. Est-ce qu'il y a vraiment une bonne réponse à ça? TJM, VS prix au forfait, VS valeur apportée. C'est quoi ton avis là-dessus? Comment est-ce qu'un freelance devrait se pricer? Est-ce qu'il y a une règle? Là encore, j'ai peur de ne pas me faire beaucoup d'amis. Pareil, on dit ne facturez pas à l'heure, ne facturez pas la journée, c'est une erreur. La réalité, c'est que quand tu commences, il faut bien démarrer quelque part. Et quand tu commences, bah, tu n'es pas forcément confiant sur la valeur que tu vas apporter, tu n'as pas forcément beaucoup de références, etc. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est adopter d'abord une stratégie que j'appelle caméléon. C'est de se dire, je vais pas jouer le show-off, à me mettre au-dessus du marché, à créer une nouvelle catégorie, à mettre des pricing premium. Le but du jeu au démarrage sur une activité, c'est de faire rentrer un maximum de clients au démarrage, en tout cas de multiplier les expériences pour valider tes compétences, développer de nouvelles compétences, développer ton réseau, augmenter ta jauge de crédibilité et in fine, à terme, augmenter tes prix et améliorer la manière dont tu vas facturer tes clients. Donc moi, ce que je préconise, c'est au début, effectivement, facturer à la journée, c'est OK, c'est un bon référentiel pour ton client, c'est beaucoup plus simple à négocier aussi, et le client, c'est beaucoup plus simple pour lui de prendre une décision. Ensuite, au fur et à mesure qu'on multiplie les missions, effectivement, moi, ce que je préconise, c'est de facturer au projet ou en tout cas à la valeur qu'on va apporter. C'est-à-dire quel est le retour sur investissement potentiel de la mission et du résultat que je vais fournir à mon client. Ça, c'est plus compliqué. L'idée à terme, c'est de pouvoir décorréler sa valeur de son temps de travail. Et donc là, on est obligé de commencer à pricer au projet global. C'est-à-dire que le client, peu importe si tu veux que tu y passes 2 jours, 3 jours ou 4 jours, ce qu'il veut, c'est j'ai envie d'être livré avec ce résultat-là. J'ai envie d'avoir mon application sur Bubble le 25 du mois. Et donc là, par contre, pour être capable d'avoir des packages plus gros en termes de pricing, bah forcément, il faut que tu augmentes ta jauge de crédibilité et donc ton expérience, que tu commences progressivement à communiquer. C'est là où la création de contenu peut être intéressante sur une logique plutôt moyen terme, voire long terme, parce que c'est le meilleur moyen de montrer ta crédibilité, de montrer ce que tu as déjà fait, de la manière dont tu réfléchis, dont tu amènes les projets, ta méthodologie, etc. C'est qu'à ce moment-là que tu peux vraiment sortir de mon heure vaut tant, ma journée vaut tant, et plutôt, bah voilà, une landing page, ça vaut X milliers d'euros. Vous n'avez pas forcément besoin de savoir combien de temps j'y passe. Le plus important, c'est le résultat. Et justement, ça nous permet de passer sur la partie crédibilité. Tu as parlé de création de contenu, on a dit que ce n'était pas la seule solution. C'est quoi les autres solutions qu'on a aujourd'hui pour être plus crédible, en tout cas vu comme étant quelqu'un qui peut-être sort du lot, qui peut-être est différent de tous les autres freelances? Parce qu'aujourd'hui, si on va sur des plateformes comme Malte ou Upwork, on a plein de freelance. Comment est-ce qu'on devient plus crédible en tant que freelance, surtout quand on commence, parce qu'on n'a peut-être rien en termes de référence, et comment est-ce qu'on démarre là-dessus? Je pense qu'il y a 3 choses. La première, c'est être crédible. Il y a 2 facteurs. Il y a la crédibilité publique, c'est-à-dire tu te construis une audience sur un réseau social, etc. Et donc, tu as une crédibilité qui va toucher un peu plus de personnes. Et puis, tu as la crédibilité réseau, qui est presque plus importante. C'est de se dire, est-ce que dans mon réseau proche, dans mon réseau professionnel, les gens me jugent comme quelqu'un de crédible? Pour ça, tu n'as pas nécessairement besoin de créer du contenu. Tu peux donner des nouvelles, envoyer des cas clients, des projets que tu fais, envoyer un petit email avec ta veille pour montrer que tu es au fait des dernières technologies, etc. Ça, typiquement, c'est une bonne manière de montrer ta crédibilité. À tes clients existants ou à tes anciens clients, tu peux envoyer... À tes anciens clients, à tes clients existants, à ton réseau, tes anciens collègues de travail si tu étais dans une boîte, à des personnes avec qui tu as gardé contact dans tes promos d'école, etc. etc. D'accord. Et ensuite, comment est-ce qu'on dope cette crédibilité? Il y a le contenu, effectivement, on en a parlé, mais il y a aussi tout ce qui est qu'est-ce qui m'empêche de faire aujourd'hui un projet test, un projet gratuit aussi potentiellement. Par exemple, tu vois, je me dis toujours, pourquoi quand tu commences, tu as du temps, tu n'as pas de clients, qu'est-ce qui t'empêche d'aller cibler une entreprise bien spécifique qui va pouvoir potentiellement te permettre de rentrer dans un nouveau réseau parce que c'est une entreprise qui est connue, qui est reconnue, et de lui proposer un mini projet, un tout petit projet qui t'engage pas sur des mois et des semaines, mais de se dire, je vous propose un échantillon de mon projet, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, moi je me lance, normalement ça vaut tant, je vous le fais gratuitement, moi ça me permet d'augmenter mes références, de tester aussi cette offre-là, et vous, ça vous permet potentiellement d'avoir des résultats. Tu vois, typiquement, on dit souvent le travail gratuit, c'est mal, etc. Je trouve que quand c'est sur des projets spécifiques, quand c'est pas sollicité par le client, mais que c'est une approche qui vient de toi, ça peut faire sens, tu vois, sur une première, une deuxième mission. Dans tous les cas, tu as du temps.
T'as du temps sur lequel tu factures pas, donc autant l'utiliser à bon escient. Et moi j'adore cette approche-là parce que la plupart des emails de sollicitation pour de la presta auquel je réponds, c'est quand je vois quelqu'un qui a déjà fait son travail. Donc typiquement quand quelqu'un vient sur un de mes emails me dit Shubham, en fait tu respectes pas du tout les standards de copywriting, il y a ça qui est à modifier, ou alors quelqu'un qui va sur une de mes vidéos va dire Shubham, je peux te créer du micro-contenu, j'ai déjà fait un tiers du truc ici. Je suis en mode mais déjà en fait c'est incroyable, évidemment que je vais te payer pour ça. Et donc j'adore ces approches-là et c'est celles qui marchent. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un autre sujet. Moi, ça fait un bout de temps que je suis freelance. Je crois que j'ai commencé quand j'étais en réalité en seconde, parce que c'est là où j'ai vendu mon premier site. J'avais mes premiers 300 € en cash, j'étais super content. À l'époque, la micro-entreprise, on savait même pas ce que c'était, etc. Et puis même quand tu es en troisième, c'est pas ton sujet. En seconde. Maintenant, j'ai une question, c'est quand tu es freelance full-time, donc c'est-à-dire que tu ne fais que ça, il y a peut-être des choses qui sont pas cool. Tout n'est pas rose. Évidemment, on a dit que c'est compliqué de trouver des clients parfois, mais il y a peut-être d'autres sujets qui sont un peu compliqués. Je pense potentiellement à la solitude. Est-ce que tu as des retours de freelance ou à quelles sont les choses dont il faut faire attention quand on se lance en freelance et où il faut garder l'œil parce que c'est pas tout magique, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose, par exemple, moi qui m'a fait sourire a posteriori. On se rend pas compte des avantages qu'on peut avoir quand on est salarié et on se dit je vais quitter le monde du salariat, l'ancien monde, je vais devenir mon propre patron, je vais voyager, etc. Ça va être trop bien, vive la liberté. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte aussi de tous les avantages qu'on peut avoir et notamment quelque chose qui paraît par défaut pour tout le monde, c'est le fait d'avoir des collègues. C'est le fait de soit d'aller au bureau et de retrouver des collègues / copains à la machine à café, ou de te connecter sur le Slack de l'entreprise et d'avoir de s'envoyer 2-3 blagues pour démarrer la journée. Ça, effectivement, c'est un peu abrupt au début parce que tu peux très vite te retrouver tout seul 100% du temps derrière ton ordinateur, chez toi ou sur ton canapé. Donc ça, je pense que c'est un vrai point de vigilance et dès le démarrage, il faut parfois se forcer un petit peu à aller rencontrer de nouvelles personnes. Moi, un des premiers conseils qu'on m'a donné lorsque j'ai lancé le podcast, les 10 premiers invités m'ont tous dit la même chose: sors de chez toi pour travailler. Va dans des coworking, prends-toi un espace, va dans des cafés, va là où d'autres travailleurs vont être, d'autres freelances, repère des cafés où il y a des ordinateurs ouverts. Et en fait, fixe-toi le challenge de aujourd'hui, je vais aller discuter avec le voisin qui est en face, à qui j'ai fait un petit eye contact et avec qui je vais pouvoir échanger. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup. Mais cette solitude-là, elle peut vite te peser parce que tes seules interactions, elles peuvent vite se résumer à j'envoie des mails à mes clients pour les tenir au courant de comment est-ce qu'avance la mission, tu vois. Ok. Très cool. Et sur la partie dont on n'a peut-être pas parlé, c'est le stress au niveau financier. Tu disais, on pense pas souvent aux avantages qu'on a. Quand on est salarié, il y a un salaire qui tombe tous les mois, ce qui nous permet de prévoir des projets, des choses qui sont peut-être un peu plus long terme. Quand tu es en freelance, tu sais pas forcément si tu as une mission qui va se renouveler. Comment ça se passe? Et justement, il y a ce deuxième truc-là qui est le stress, dont on n'a peut-être pas parlé, mais c'est aussi un des downsides. Je pense qu'un des points, c'est de bien préparer son lancement. Je trouve que c'est compliqué aujourd'hui de se lancer sur un coup de tête en se disant allez, je claque la porte, j'en ai ras le bol, je me lance du jour au lendemain. C'est souvent les histoires que beaucoup d'entrepreneurs te racontent. Ouais. Je me suis réveillé un matin, j'ai lu l'illumination, j'ai posé ma dème. Bon, la réalité, c'est que ça se passe pas vraiment comme ça. Voilà, spoiler alert, ça se passe pas vraiment comme ça. Donc je pense que déjà une chose qui est bien, c'est de préparer ça et du coup de se créer un petit matelas de sécurité sur quelques mois et de se dire ok, si jamais j'ai pas de mission, je me retire aussi cette charge mentale de comment est-ce que je vais payer mon loyer, comment est-ce que je vais pouvoir manger. Ensuite, c'est de commencer à créer une certaine récurrence aussi avec ses clients. Quels que soient les métiers, on peut créer une forme de récurrence. C'est faux de dire ah non, il n'y a que les gens qui font du community management où il faut poster tout le temps, etc. C'est faux. Il y a plein de systèmes. Sur du no-code, tu pourras avoir de la maintenance, de la formation. Il y a plein de manières de créer de la récurrence. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de jamais cesser de vendre et d'approcher de nouveaux clients. C'est pas parce que tu es sur une mission full-time qui te prend 5 jours semaine que tu peux pas prendre du temps. Et effectivement, du coup, tu débordes parfois sur tes week-ends, etc. pour continuer d'animer ton réseau, d'augmenter ta jauge de crédibilité, de parler de ce que tu fais avec tes clients actuels, de contacter des nouvelles entreprises pour juste discuter. Donc tout ça, c'est vraiment extrêmement important. Et c'est souvent, par exemple, dans les métiers techniques où il y a des missions de 6 mois, où on est chez le client, on se dit que c'est cool, c'est confortable. Et ce qui se passe, c'est qu'on arrête et on se dit « mince, j'ai plus rien ». Et donc qu'est-ce qu'on fait? On va sur les plateformes de freelance, on prend la première mission, ça se passe pas bien et en fait on repart sur un cycle presque salarié
mais avec tous les désavantages qu'on a, qui sont on n'a pas de prédictibilité, on n'est pas super libre, etc., etc. Donc en fait, on se recrée un deuxième salariat avec nous-mêmes, avec beaucoup moins d'avantages. C'est hyper cool, merci beaucoup pour tous ces 3 autres piliers. T'en parles dans ton bouquin Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, où tu as repris en fait ces 4 piliers. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a évidemment tous les liens en description comme disent tous les autres youtubeurs. Mais j'aimerais que tu nous parles un petit peu, ou tu nous dises où est-ce qu'on peut te retrouver. Tu as aussi une chaîne YouTube, est-ce que tu peux en parler ou nous conseiller peut-être une des vidéos qu'on peut aller voir? Effectivement, je me suis lancé récemment, je suis encore un tout petit bébé à côté de tes contenus. Mais il y a un format que je commence à tester, le format vlog, où je prends ma caméra et je partage un peu le quotidien d'un freelance, d'un créateur. Donc il y a pas mal de vidéos là-dessus, il y a déjà 5-6 vidéos, ça peut être le bon point d'entrée pour découvrir un peu mon quotidien de créateur et de freelance. Trop cool, il y a aussi ton podcast qui s'appelle Tribu Indé. Si jamais ça vous intéresse de regarder un petit peu plus ce qui se passe au niveau de la prospection, j'ai fait une autre vidéo cette fois-ci avec Guillaume Moubèche où on a parlé de prospection semi-automatisée, pas que automatisée, et qui peut être intéressant de voir si jamais vous vous posez la question de comment trouver de nouveaux clients. Quoi qu'il arrive, on vous retrouve dans une des 2 vidéos. Ciao ciao.